La déconstruction, c'est l'impossible. Bonsoir, merci beaucoup d'être ici si nombreux. Je voudrais commencer par remercier Yuji Nishiyama, l'Association pour la déconstruction au Japon, mon traducteur, Satoshi pour avoir commenté mon texte et vous tous. Donc je vais lire ce texte que j'ai écrit pour l'anniversaire de la mort de Jacques Derrida il y a 20 ans et qui ce texte cherche de nouvelles voies pour essayer de prolonger la déconstruction. Voilà, donc je commence à lire. La déconstruction est désormais une tradition. Elle n'échappe donc pas à la logique de l'héritage, de la généalogie et de l'histoire, même si héritage, généalogie et histoire sont les instances qu'elle s'est précisément employée à déconstituer, comme on décompose une structure, écrit Derrida dans la lettre à un ami japonais. C'est aussi dans cette lettre qu'il annonçait que déconstruction était un mot qui devait à la longue disparaître. Il n'en a rien été, et ce terme, répandu dans l'usage, reste attaché à son nom comme une signature. Quand exactement la déconstruction est-elle devenue une tradition ? Il est difficile de répondre, mais je crois qu'une pensée se rassemble en tradition lorsqu'elle ne fait plus, ou plus tout à fait, époque, plus exactement lorsque son époque n'est plus à jour. Lorsqu'il aborde, dans Hussia et Grammet, la question de savoir comment lire Heidegger, Derrida déclare qu'il faut faire droit aux percées décisives que la pensée de Heidegger a opérées dans l'histoire de la philosophie, mais qu'il est indispensable en même temps de déchiffrer ce qu'il appelle l'inscription de l'époque en elle. Cette double tâche échoit au lecteur de Derrida aujourd'hui. L'époque de Derrida, je la nommerai l'époque de la présence et du présent. La déconstruction appartient à l'époque de la présence et du présent. Et c'est pour cela que, dans son état présent, elle est passée. Le à déconstruire de la déconstruction a été pour Derrida, dès le commencement et jusqu'à la fin, sans aucune exception, la domination de la présence et du présent. Jusqu'au bout, l'impératif est resté celui de repérer ce qui, dans un texte, une idée, une thèse, une institution, une politique, maintenait d'une manière ou d'une autre ce privilège. Or, je voudrais avancer ici que cette domination historico-ontologique de la présence, comme fil conducteur de la tradition philosophique, ne peut plus aujourd'hui être la cible de la déconstruction, à moins de vouloir maintenir la déconstruction dans la forme rigidifiée qui est la sienne aujourd'hui. Je vais en un premier temps justifier ces affirmations, avant de proposer dans un deuxième moment 3 possibles réorientations. Derrida a rencontré le problème ontologique de la domination historico-ontologique de la présence et du présent très tôt, dès qu'il s'est attaqué au problème de la tradition précisément. Ces 2 problèmes, il les a reçus sous une double forme. La question du réveil et de la réactivation de la tradition dans l'origine de la géométrie de Husserl, premièrement. La prise en compte de la métaphysique occidentale comme histoire de la question de l'être dans Être et temps de Heidegger, deuxièmement. Dans les 2 cas, le concept de sens était en jeu. Le sens comme intention initiale, inaugurale de la géométrie chez Husserl, le sens de l'être chez Heidegger. Or, pour l'un comme pour l'autre, le destin inévitable de toute tradition est la sédimentation du sens. Husserl déclare « Toute proposition d'un sens nouveau est en même temps un bond et une retombée sédimentaire du sens. Devant le sens sédimenté, le danger, c'est d'abord la passivité. La tradition, en se sédimentant, s'endort et court ainsi le risque de devenir vide de sens, et il s'agit alors, dit encore Husserl, de la réveiller, de la réactiver, reaktivieren, reaktivierung, ce qui suppose, je cite encore, de mettre à vif, sous les écorces sédimentaires des acquis linguistiques et culturels, le sens nu de l'évidence fondatrice. Heidegger affirme pour sa part que la tradition
bien loin de rendre accessible ce qu'elle transmet, le recouvre d'abord et le plus souvent. Elle livre ce contenu transmis, à l'évidence, et barre l'accès aux sources originelles où les catégories et les concepts traditionnels furent puisés, en partie de manière authentique. La tradition va même jusqu'à plonger complètement dans l'oubli une telle provenance. Ainsi en va-t-il de la question de l'être. Avec la métaphysique, dit Heidegger, l'être est toujours précompris dans ce qui est pensé, mais il n'est jamais explicité, il se trouve simplement appréhendé comme un ensemble des états présents. L'histoire de la métaphysique est donc celle de l'oubli de l'être. C'est pourquoi, pour Heidegger, la découverte, désoccultation, désédimentation de cette tradition doit être conçue comme une tâche à part entière, ce qui implique à la fois de la détruire, destruction, tout au moins de la déconstruire, Abbau, la dépasser, Überwindung, la renverser, Umkehrung, en même temps que la ressaisir et la répéter, Wiederholung. L'écho de ces impératifs résonne dans de nombreux textes de Derrida. Je cite à titre d'exemple « Résistance de la psychanalyse ». Derrida dit « Ce qu'on appelle la déconstruction obéit indéniablement à la même exigence. Il s'agit toujours de défaire, désédimenter, décomposer, déconstituer des sédiments, des artefacta, des présuppositions, des institutions. » L'état présent de la déconstruction nous reconduit-il alors par une étrange boucle de rétroaction à l'origine de la géométrie et au début de Être étant? Une objection immédiate apparaît. Derrida, on le sait, n'a cessé de prendre ses distances avec Husserl comme avec Heidegger. Désédimenter pour lui n'implique, à l'inverse de ce qui a lieu chez les deux philosophes, aucune restitution de sens. Voilà qui est clair dès 1961, dans le dernier paragraphe de l'introduction à l'origine de la géométrie, où la différence fait sa première entrée. La différence entre en scène au terme d'un développement, je cite, qui conclut à l'impossibilité de se reposer dans la maintenance simple d'un présent vivant, origine une et absolument absolue de l'être et du sens. Vis-à-vis de Heidegger, le geste est plus complexe, reconnaît Derrida, puisque chez lui, le sens de l'être n'est immédiatement ni premier, ni fondamental, ni transcendantal, qu'on l'entende au sens scolastique kantien ou husserlien. Destruction et Abbau se donnent précisément pour tâche de disloquer l'assimilation traditionnelle de l'être, de la présence et du présent. Malgré tout, la domination du mot « être » chez Heidegger reconduit bel et bien, comme le montre Derrida dans la conférence La différence, à une forme de présence, celle du sens justement. Derrida affirme en outre qu'il n'a jamais cru à l'existence ou à la consistance de quelque chose comme la métaphysique. Comment puis-je, dès lors, affirmer que la déconstruction appartient à l'époque de la présence et du présent? N'est-ce pas là présumer que la déconstruction est du même ordre que la critique dont elle déconstruit justement et le concept et l'histoire? L'actualiser ne peut pas vouloir dire la réveiller comme chez Husserl ou la ressaisir comme chez Heidegger, puisque aucun sens n'est à retrouver. Lorsque je déclare que la déconstruction appartient à l'époque de la présence et du présent, je ne vise pas en elle quelque chose qui, encore présent, resterait à déconstruire. On entend trop souvent répéter aujourd'hui, à tort et à travers, qu'il faut déconstruire la déconstruction. Cet impératif est absurde. Il ne s'agit pas de délivrer la déconstruction de la présence et du présent, mais plus exactement des modalités spécifiques de sa délivrance de la présence et du présent. Il s'agit en d'autres termes de la délivrer de sa délivrance et de lui permettre ainsi, en changeant de délivrance, de devenir enfin ce qu'elle est, une critique radicale, sans compromis aucun, de l'arché, à savoir du commencement et du commandement, c'est-à-dire aussi de la tradition. Voyons, pour poursuivre ce premier moment, ce qu'il en est de cette délivrance. Ma conférence d'aujourd'hui fait suite à un séminaire que j'ai donné cet été à European Graduate School sur le problème de la synthèse de la grammatologie. Ce problème, qui se trouve au cœur de beaucoup d'autres textes, constitue une véritable épine.
Derrida associe immédiatement, là encore très tôt, le concept de synthèse à celui de tradition. Toute tradition suppose en effet ce que Husserl appelle, dans l'origine de la géométrie, je cite, « des enchaînements synthétiques du sens ». Enchaînements qui relient l'intention initiale à ses développements ultérieurs. Ces enchaînements, ces chaînes, font l'objet d'une attention toute particulière de Derrida dans son introduction au texte de Husserl. Et le motif de la chaîne, on va le voir, ne le quittera pas. Chez Husserl, la chaîne se dédouble. Il y a d'abord la chaîne horizontale de la synthèse a priori, qui noue ensemble temps, espace et idéalité géométrique, puis les chaînes verticales de l'évolution de la science, dont les anneaux relient le présent au passé. Chez Heidegger, c'est aussi la synthèse qui permet d'ouvrir la vue sur l'enchaînement des étangs. Je cite Heidegger, « Le logos a la forme structurelle de la synthesis, synthèse en grec. Syn veut dire ici faire voir quelque chose dans son être ensemble avec quelque chose. Plus loin, ce qui a une histoire se tient dans l'enchaînement d'un devenir. » Or, Derrida exprime à plusieurs reprises sa ferme résistance vis-à-vis des divers concepts philosophiques de synthèse, y compris chez Husserl et Heidegger, qui supposent d'une manière ou d'une autre une origine, c'est-à-dire toujours une occurrence de la présence. Il est attentif au contraire, comme il le dit dans Résistance de la psychanalyse, je cite, « à ce qui ne donne lieu en tant que tel, ni à analyse, ni à synthèse. » Il poursuit, je cite, « la trace, l'écriture, la marque, c'est au cœur du présent, à l'origine de la présence, un mouvement de renvoi à l'autre, à de l'autre, une référence comme différence, qui ressemblerait à une synthèse a priori, si c'était de l'ordre du jugement et si c'était éthique. La trace est bien une liaison, Verbindung irréductible, mais cette liaison ne relie en elle ni des présences ni des absences. Elle ne procède ni d'une activité, par exemple intellectuelle, ni d'une passivité, par exemple sensible. Une modalité déterminante de la délivrance de la présence et du présent dans la déconstruction est précisément la mise au jour de liaisons irréductibles, indissolubles et pourtant non synthétiques. Des liaisons qui ne sont pas non plus de simples juxtapositions et demeurent à ce titre également non analysables. Comment ces liaisons non synthétiques se délivrent-elles de la présence et du présent ? On a parlé il y a un instant des chaînes et des enchaînements. Or, il est frappant de voir que Derrida désigne les liaisons non synthétiques, elles aussi, en termes de chaînes et d'enchaînements. Ainsi, d'un côté, les chaînes et les enchaînements caractérisent les structures qui, dans les textes philosophiques classiques, organisent la domination de la présence. Chaque concept métaphysique, écrit Derrida, appartient à une chaîne systématique et constitue lui-même un système de prédicats. Il n'y a pas de concept métaphysique en soi. Chaque concept est pris dans une chaîne discursive qui détermine la présence selon la logique du signe, c'est-à-dire du renvoi vers d'autres concepts qui eux-mêmes renvoient à un signifié transcendantal. Mais d'un autre côté, la structure de la chaîne est aussi convoquée pour caractériser la processualité de la différence et en fin de compte, la processualité de la déconstruction elle-même. La chaîne non synthétique attache en éloignant et désarticule ainsi la présence. À travers cette séquence de suppléments, lit-on dans De la grammatologie, s'annonce une nécessité, celle d'un enchaînement infini, multipliant inéluctablement les médiations supplémentaires qui produisent le sens de cela même qu'elles diffèrent, le mirage de la chose même, de la présence immédiate, de la perception originaire. Ou encore, je cite, « Les différences apparaissent entre les éléments, ou plutôt les produisent, les font surgir comme tels et constituent des textes, des chaînes et des systèmes de traces. Ces chaînes et ces systèmes ne peuvent se dessiner que dans le tissu de cette trace ou empreinte. Ce qui est inconcevable à la raison est que tout commence par l'intermédiaire et qu'il est donc impossible de remonter au commencement de la chaîne. Ce qui est inconcevable à la raison est la structure même de la textualité, l'être chaîne d'une chaîne textuelle. » Voilà donc, articulés autour d'un même mot, la chaîne, les
deux co-implications, système d'un côté et liaison non synthétique de l'autre. Je ne dis pas qu'elles reviennent au même. La supplémentarité habite au cœur de la chaîne synthétique sans jamais se réduire à elle. Derrida insiste d'ailleurs sur leur différence irréductible. Il dit « Pour marquer effectivement les déplacements des lieux d'inscription conceptuelle, il faut articuler les chaînes systématiques du mouvement selon leur généralité et leur période propre, selon leur décalage, leurs inégalités de développement, les figures complexes de leurs inclusions, implications, exclusions, etc., ce qui est tout autre chose que de reconduire à l'origine ou au sol fondateur d'un concept, comme si quelque chose de tel existait, comme si telle limite inaugurale et imaginaire ne réveillait pas le mythe rassurant d'un signifié transcendantal, archéologie à la veille de toute trace et de toute différence. Je ne dis donc pas qu'elles reviennent au même, mais moi, je m'interroge sur le tout autre. Tout autre chose, mais quoi? Où conduit la délivrance? La sortie de synthèse. Elle mène, répond Derrida, à cette zone spécifique de l'empreinte et de la trace, à la temporalisation d'un vécu qui n'est ni dans le monde, ni dans un autre monde, qui n'est pas plus sonore que lumineux, pas plus dans le temps que dans l'espace. Zone où les différences apparaissent. Mais la difficulté se redouble. Quel est ce tout autre chose qui n'est ni dans le monde, ni dans un autre monde, pas plus dans le temps que dans l'espace? Ce qui ne veut pas dire non plus, ajoute Derrida, que la trace est un lieu réel ailleurs, un autre site assignable. La différence est donc hors lieu réel. Et il faut comprendre chez lui réel comme présent. Mais je pose maintenant ma question après cette longue introduction. Est-ce que éclipser le réel délivre de la présence? Est-ce que situer le bout de la chaîne dans un lieu non assignable, un lieu sans lieu, ni dans ni hors, délivre de la présence? Je ne le crois pas et je pense que le problème de la déconstruction tient à son assimilation implicite ou non, mais constante, entre réel et présence. Un espace, un lieu qui ne sont ni dans le monde ni hors du monde, qui ne sont pas réels, ne sont pas, contrairement à ce qu'affirme Derrida, des places, des sites, des instances anarchiques, sans commencement, sans commandement ni fondement, comme il a pu le dire de Cora. Hors réel, l'anarchisme ne l'est jamais. Un espace, un lieu, qui ne sont ni dans ni hors du monde, qui ne sont pas réels, ne peuvent répondre simplement et pour finir qu'à des postulations messianiques, lesquelles, même s'ils sont dites sans messianisme, renvoient à un advenir qui n'échappe au présent que par une fuite, une esquive, celle de l'indéconstructible. Derrida a certainement raison d'affirmer que le problème des liaisons non synthétiques est le problème de notre temps. C'est un problème philosophique, c'est un problème scientifique et c'est un problème politique. Mais penser des enchaînements sans limite inaugurale, sans terme premier, ne peut plus renvoyer à cette zone d'indétermination, de spectre ou de hantise qui est celle du tout autre. Les revendications philosophiques du réalisme aujourd'hui ne sont pas toutes réactionnaires et il est temps de désintriquer présence, présent et réel. Et je voudrais donc maintenant indiquer brièvement 3 aperçus de liaisons non synthétiques réelles qui offrent du même coup 3 regards sur le concept de tradition et 3 réorientations possibles de la déconstruction. Elles ont pour titre « Dézoner l'histoire »,« Désenchaîner l'archive »,« Désymboliser la finitude ». Alors je commence par la première, « Dézoner l'histoire ». Les archéologues et les historiens les plus audacieux aujourd'hui sont précisément ceux qui déconstruisent les synthèses. Je pense en particulier à Daniel Smail ou Dipesh Chakrabarty. La vision occidentale de l'histoire et de la tradition repose depuis toujours, disent-ils, sur la construction de fausses synthèses qui reposent en réalité sur une série de divisions. L'histoire, selon sa vision traditionnelle, apparaît dans la continuité de l'évolution humaine,
mais une continuité brisée par ce que les historiens contemporains appellent des zones tampons, buffer zones. L'histoire proprement dite, à savoir l'histoire documentée, généralement comprise en effet comme précédée par 3 zones, la préhistoire, l'évolution biologique et les âges de la Terre. L'histoire proprement dite commencerait 1 après la préhistoire, 2 laquelle commencerait elle-même après la pure évolution biologique, 3 laquelle commencerait elle-même il y a environ 4 milliards d'années après les âges les plus reculés de la Terre. Smail et Chakrabarty, partisans de ce qu'on appelle l'histoire profonde, Deep History, contestent précisément cette manière de voir et affirment la nécessité de postuler entre ces 3 temps une liaison non synthétique, c'est-à-dire une continuité sans fusion. Entre l'histoire profonde et l'histoire documentée, il n'y aurait pas de lieu intermédiaire. Abandonner la préhistoire, écrit Smail, revient à postuler une continuité entre l'évolution biologique des hominidés et l'humanité abstraite de l'histoire documentée. La préhistoire n'est qu'une zone tampon. Pas de séparation réelle, donc, mais pas non plus de saisie subjective de cette continuité, de cette chaîne, qui ne peut jamais se présenter comme telle à la conscience. Même chose entre évolution biologique et histoire de la Terre. Selon Chakrabarty, l'histoire profonde commence bien avant l'apparition de la vie et inclut les âges précédents de la Terre. Les 2 ordres, archéologique et biologique, ne sont pas eux non plus séparés par des zones infranchissables. Preuve en est que l'être humain est devenu aujourd'hui une force géologique tout autant qu'un sujet historique au sens classique du terme, puisqu'il est responsable par ses actions de ce nouvel âge de la Terre nommé Anthropocène. Il s'agit alors de prendre en compte, écrit Chakrabarty, l'agentivité géologique nouvellement acquise par les humains. L'Anthropocène est le nom d'une liaison non synthétique où se rencontrent sans fusionner, là encore, géologie, biologie et histoire. Faire disparaître les zones tampons de l'histoire empêche toute saisie d'un moment fondateur. Si l'on suit Smail, on dira qu'il n'est pas possible de séparer l'idéalité géométrique, par exemple, de l'évolution cérébrale qui en a rendu l'émergence possible. Et il n'existe encore une fois aucune conscience ni saisie subjective de cette coïncidence entre cerveau et esprit. En d'autres termes, la première fois de la géométrie ne peut pas véritablement s'apparaître à elle-même. Et si l'on suit Chakrabarty cette fois, on dira que la conscience historique, vieille de 25 siècles, finit par s'évanouir dans son devenir géologique, qui est comme un retour en arrière, la conflagration, et non la synthèse, du capitalisme avancé et du passé immémorial des âges géologiques. La conscience ne peut encore une fois se connaître comme instance biologique et encore moins comme force géologique. C'est pourquoi pour les historiens, le statut historique de l'humain, envisagé du point de vue de l'histoire profonde, est à la fois en deçà et au-delà de toute phénoménologie et n'a pas, selon Chakrabarty, d'identité ontologique déterminée. L'histoire profonde met en jeu des liaisons entre des temporalités hétérogènes et ouvre ainsi la possibilité de déconstruire réellement le concept de commencement. Le dézonage de l'histoire permet d'échapper à l'alternative du ni dans ni hors du monde. Avec lui, ce sont au contraire plusieurs temps, plusieurs espaces, plusieurs mondes qui se meuvent ensemble, noués par des anneaux dont aucun n'est originaire ni final, selon les rythmes d'une dérive productrice de vertige. Commencement de la philosophie en Grèce, émergence de la question de l'être, noient leurs traces dans le fleuve de l'évolution biologique de l'espèce et des âges de la Terre. Il se pourrait donc que le statut écologique, archéologique et biologique de la trace, son histoire profonde, soit de nouveaux espaces de travail pour la déconstruction. Et la calculabilité, loin d'être la complice de la présence, au contraire de ce que Heidegger a toujours affirmé, en deviendrait au contraire la menace. La déconstruction doit désormais compter en millions d'années. Les plus vieilles montagnes en ont 600 millions. Ces millions d'années qui effacent le sens du sens. Deuxièmement, désenchaîner l'archive.
Une autre métamorphose décisive du concept d'histoire est celle qui en remplit les blancs parce que l'américaine Saidiya Hartman appelle aux États-Unis la fabulation critique, critical fabulation, laquelle consiste à faire intervenir dans l'histoire des acteurs qui n'y ont jamais pris part. Hartman montre que les archives et les documents historiques révèlent d'innombrables lacunes et omissions, ce qui est particulièrement frappant dans le cas du traitement de l'esclavage aux États-Unis. Hartman utilise la narration pour remédier à ces oublis et imaginer non seulement ce qui a été, mais également ce qui pourrait être. La fabulation critique repose sur la transformabilité de l'archive. Anarchiver l'archive, comme dit Derrida dès les premiers paragraphes de Mal d'archives, c'est soumettre le sens d'arché, commencement et commandement, au risque de la destruction, de l'incendie, de la mise à mort de la mémoire. Pour Hartman, anarchiver l'archive ne revient pas, ou pas seulement, à en détruire le support, mais d'en changer le contenu. Métamorphose qu'elle appelle la fiction due à l'élasticité de l'archive. Je pense en particulier à son texte fascinant intitulé « L'anarchie des filles de couleur rassemblées de manière séditieuse », dans lequel Hartman réimagine la rébellion de jeunes femmes noires dans un ghetto qui succède à la plantation. L'anarchisation de l'archive se met ici au service de parcours anarchistes. La fabulation critique d'Hartman se glisse dans les failles des dossiers de la maison de correction, des rapports d'enquêteurs privés, de psychologues et de travailleurs sociaux. Le récit invente, en contrepoint de la violence des archives officielles, l'errance, l'aspiration et le désir des jeunes femmes en révolte. Pour autant, celles-ci ne sont pas des personnages de romans, mais des figures historiques réelles qui émergent de leur propre absence. C'est comme si le tout autre arrivait dans l'histoire, comme si l'arrivant arrivait en effet. Hartman travaille sur des vies, celles des esclaves et des descendants d'esclaves, qui n'ont jamais été présentes, c'est-à-dire n'ont jamais eu, elles non plus, de statut ontologique et sont restées occultées tant dans l'histoire officielle que dans la tradition philosophique, y compris post-métaphysique. La fabulation critique n'opère aucune synthèse entre les vies officielles et les vies niées, mais opère cette liaison, encore une fois sans fusion, qui désenchaîne l'archive et libère d'autres types d'herméneutique et de lecture. Fictionnaliser la réalité du tout autre constitue ainsi une autre direction pour la déconstruction à venir. Enfin, troisièmement, désymboliser la finitude. Je reviens à la trace. Je cite Derrida, « Articulant le vivant sur le non-vivant en général, origine de toute répétition, origine de l'idéalité, la trace n'est pas plus idéale que réelle, pas plus intelligible que sensible, pas plus une signification transparente qu'une énergie opaque, et aucun concept de la métaphysique ne peut la décrire. Là encore, je me demande ce que signifie articulant le vivant sur le non-vivant en général et tout le jeu du ni qui suit, ni réel, etc. Je mets cet extrait en rapport avec une autre affirmation de la grammatologie, selon laquelle, je cite, « La différence est aussi autre chose que la finitude ». Et je demande de nouveau que signifie cette autre chose. Aujourd'hui, le concept d'extinction est selon moi le visage possible de cet autre de la finitude. La crise écologique pose de manière singulière et transforme la question de la mort. Sans statut métaphysique, ignoré de la philosophie, le concept d'extinction lie lui aussi sans les synthétiser les Dasein, les êtres pour la mort, les vivants et les non-vivants. Sans les réduire à une condition unique, mais sans accorder non plus de dignité particulière à l'un d'entre eux. L'extinction est à la fois la finitude et l'autre de la finitude, le processus de la disparition des existants, autant que de tous les étangs qui n'ont jamais reçu le nom de mortels. Espèces tuées, grande tuerie, grand massacre, pour reprendre les termes de certains écologistes. Mais une rivière aussi peut s'éteindre,
Et il y a quelques années, en l'espace seulement de quelques jours, la rivière Slims, au Canada, s'est pratiquement totalement asséchée par suite du retrait d'un glacier. Les arbres s'éteignent eux aussi. Un tiers des arbres de la planète sont menacés d'extinction. Les montagnes, enfin, sont en première ligne face au changement climatique. Qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui menacé d'extinction? Et quelle différence entre être pour la mort et être en voie d'extinction? Que sont les génocides et les nettoyages ethniques, sinon des processus d'extinction? Désymboliser la finitude, c'est déconstruire la compréhension exclusivement existentielle de la mort. Mais c'est le faire sans la réintroduire de manière subreptice pour dévaloriser systématiquement les avancées de la science en les accusant d'être aveugles à la différence ontologique. Sans elle, qui date, mesure, détermine l'aggravation de l'extinction et révèle tous les jours un peu plus l'invalidité du concept de présence, la pensée philosophique de la mort resterait aujourd'hui parfaitement invalide et insuffisante. Donc je conclus. Mon argument aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des pistes de travail qui ont été les miennes toutes ces dernières années et consiste à désolidariser la déconstruction du paradigme graphique dont elle est demeurée, à mon sens, prisonnière. Assimiler la liaison non synthétique à la chaîne textuelle a sans nul doute aucun constitué un des ressorts critiques les plus puissants pour l'époque qui a succédé immédiatement à la phénoménologie et à l'analytique existentielle. Mais cette chaîne, celle de la déconstitution définitive de la présence, demande aujourd'hui à être remplacée. La différence, dans sa forme écrite, ne fait plus la loi. Elle n'était qu'un maillon de la chaîne et non la chaîne elle-même. Elle demande sa substitution, sa relève, par un autre maillon. Un tel déplacement métamorphique suppose de puiser dans les ressources énergétiques d'un temps dans lequel l'écriture n'est plus depuis longtemps, au contraire de ce que Derrida constatait en 1967, dans l'air. Depuis le début, Derrida a situé l'économie de la trace entre l'immémorial et l'anéantissement. Il n'a cessé de mettre au jour les présupposés de l'histoire officielle, de réclamer justice pour les exclus d'une telle histoire, et il a accueilli les animaux dans la maison de la philosophie. Mais il faut poursuivre son travail, décentrer toujours un peu plus la tradition occidentale, défaire toujours un peu plus le privilège du Dasein, accueillir les nouveaux visages de l'urgence de la mort, et c'est déconstruire tous les dénis de la réalité qui font rage aujourd'hui. Climato-scepticisme, suprématisme blanc, rejet des théories évolutionnistes, falsification historique. Mais c'est le faire en montrant que la trace ne perd rien à être scientifiquement mesurée, calculée, datée, qu'elle ne perd rien à prendre forme. Former la trace, la réaliser, en révéler la plasticité, ne reviendra jamais à la présenter, et la présence d'ailleurs n'a peut-être jamais été la préoccupation première de la philosophie. Merci.西山さん、ご紹介ありがとうございます。じゃあもう粛々と、コメントをさせていただきます。Bon, je te remercie vivement pour cette belle conférence qui nous permet de méditer profondément avec des repères précis l'héritage de l'œuvre de Derrida 20 ans après la disparition du philosophe. Je me réjouis tout particulièrement d'avoir trouvé si vivante, si jeune, prête toujours à explorer courageusement de nouveaux chemins de pensée, tout en essayant de mesurer à certains poids de la tradition. Comment mesurer? Faisait penser ce poids, ce serait toute la question de notre rencontre d'aujourd'hui. Comment prendre la mesure de ce qui s'est passé avec la déconstruction, en prenant en
compte des motifs maintenant incontournables, mais qui n'étaient pas encore perceptibles au moment de l'arrivée de la déconstruction sur la scène philosophique dans les années 1960. Histoire profonde, devenue analytique de l'archive, extinction généralisée. Motif que je me soutiens faute de temps d'aborder ici de manière directe, en te laissant librement compléter ce que tu viens de signaler. Jacques Derrida nous a appelé de réfléchir sur le statut spécifique du titre. Je commencerai donc par confier ce que ton titre m'a inspiré. Parmi les 4 mots qu'il compose, j'ai été curieusement attiré, plus que les autres, par le mot « aujourd'hui », surtout par sa place, la déconstruction aujourd'hui. Pas moins que tradition, nous savons que ce mot a toujours intéressé, intrigué, inquiété Jacques Derrida. Comme s'il ne connaissait pas ce qu'il veut dire, ce que veut dire ce mot aujourd'hui. À cet égard, ton titre nous rappelle étrangement la première ligne du glas dont je viens de boucler la traduction. Quoi du reste, aujourd'hui, pour nous, ici, maintenant, dans Hegel. En remplaçant Hegel par Derrida, n'aura-t-on pas une expérience presque parfaite de ton titre? Dans les 2 cas, on est invité à penser du reste. Quoi du reste, aujourd'hui, pour nous, ici maintenant, dans Derrida. Et celui-ci dit ensuite que pour nous, ici maintenant, sont des mots cités et que nous l'avons appelé de Hegel. On peut en dire autant sur aujourd'hui. Nous l'avons appelé de Derrida qu'il avait appelé de Hegel. Ce double héritage hegeliano-derridien, je voudrais le rappeler en commençant, parce que j'ai le sentiment qu'en repérant le geste le plus marquant et constant de la déconstruction, dont la préface à la traduction de l'origine de la géométrie de Husserl, aussi bien que dans les lignes de Gurdjieff et Kohammé, occupées à déterminer le rapport entre le projet heideggerien de la destruction, de Abbau, de l'histoire de la philosophie occidentale, avec la tentative de la déconstruction. Tu as préféré laisser agir, sans le nommer, ce 3e H, à savoir Hegel, dans ta démonstration. Le mot le moins derridien dans ton titre, innovation, m'a semblé alors fait signe vers ton livre qui a fait date, l'avenir de Hegel. Pour le temps qui nous est imparti bien limité, je me permets tout de suite d'aborder le point qui me préoccupe le plus. Pour moi, et peut-être pour beaucoup de lectrices et de lecteurs de l'œuvre de Derrida qui viennent dans cet endroit, d'ailleurs que l'ère culturelle occidentale, pour ne pas dire du reste du monde, le mot et le concept de tradition ne signifient pas nécessairement, pas uniquement la tradition philosophique au sens rigolo du terme. On ne peut pas ne pas penser en même temps à sa propre tradition culturelle, qui est plus ou moins étrangère à la tradition philosophique, à commencer par l'héritage linguistique. Cela veut dire que, dès qu'il s'agit de la situation d'une tradition non occidentale face à la tradition philosophique, on a affaire à la traduction. Notre rapport avec la philosophie occidentale reste inséparable de l'expérience de traduction. Et Jacques Derrida est un des rares philosophes, peut-être le premier, qui ont montré des soucis théoriques et pratiques pour cette situation. Dans l'être, un ami japonais, dans lequel tu as relevé les bouts de Derrida qui n'ont pas été réalisés, sur l'effacement progressif du mode de construction, Derrida se montre très hostile à la déconstruction. Hein? C'est très bizarre. Derrida ose dire aussi qu'il ne le trouve pas beau. Je me rappelle qu'à la première lecture de cette lettre, adressée à un grand savant arabisant, Toshihiko Izutsu, j'étais un peu offusqué parce que j'avais pitié du mot.
Je me suis dit, qu'est-ce que ce type est ingrat, alors qu'il a gagné sa notoriété largement grâce à ce mot. Mais à la réflexion, je suis revenu sur ma première réaction et considère maintenant que ce petit texte constitue aussi un traité de traduction très original. Je cite quelques lignes que je crois ne pas étrangères à ta référence. Elle est écrit ce que la déconstruction n'est pas, mais tout. Qu'est-ce que la déconstruction? Mais rien. Je ne pense pas, pour toutes ces raisons, que ce soit un bon mot. Il n'est surtout pas beau. La science pour la déconstruction, ce serait qu'un autre mot, le même et un autre, se trouve ou s'invente en japonais pour dire la même chose, la même et une autre, pour parler de la déconstruction et pour l'entraîner ailleurs, l'écoulir et la transcrire, dans un mot qui serait aussi plus beau. Quand je parle de cette lecture, de cette écriture de l'autre qui serait plus belle, j'entends évidemment la traduction comme le lys et la science du poème. On voit bien comme il insiste sur son désir de voir des constructions, nommer la chose, entraîner, traduite en exil, connaître plus beau dans une langue de l'autre, éventuellement en japonais, alors qu'il est sûr de ne pouvoir pas contempler, admirer ou goûter cette beauté hypothétique dans le miroir d'une langue qu'il ignore. C'est un désir narcissique, n'est-ce pas, assez particulier, assez paradoxal, qui lui ressemble bien. Or, qu'est-ce qui a permis à Derrida d'exprimer cet étrange désir à la mi-japonais? J'ai tendance à penser qu'il croyait par expérience qu'une telle belle traduction n'est pas impossible. Je devine que je parle de la traduction proposée par Derrida de Aufhebung hegelien par Relève, qui peut en être un bon exemple. Mais en quoi consiste sa beauté comme traduction? Elle consisterait non seulement à rendre le sens de l'original aussi fidèlement que possible, mais aussi à laisser parler ce qui reste spirituel dans l'original. C'est une opération de trahison au double sens de mot. Déformer et révéler. Traduire, c'est trahir, mais une trahison peut être belle. Derrida explique dans les rangs de l'homme. Aufheben, c'est relever, au sens où relever veut dire à la fois déplacer, élever, remplacer et promouvoir dans un seul et même mouvement. Quand tu soutiens dans ta conclusion, je cite, la différence avec ou avec a, dans sa forme écrite, ne fait plus la loi. Elle n'était qu'un maillon de la chaîne, non la chaîne elle-même. Elle demande sa substitution, sa relève par un autre maillon. Il me semble que, avec ce recours à l'opération de substitution et de relève, tu délimites une époque, trahis une tradition, tout en y restant fidèle pour indiquer des sons de nouveaux sons maintenant à oublier. Il découle de ce commentaire deux questions, aussi brèves l'une que l'autre. Est-ce que tu peux suivre le même chemin de ton argument en partant d'un travail de Derrida sur Hegel, au lieu de ce sur Husserl et Heidegger comme tu l'as montré? Si oui, lequel? Voilà la première question. Ma seconde question concerne la nécessité ou non de prendre en compte, non pas une rupture, ni entre nous, mais des changements d'orientation qui s'observent à tel ou tel moment du chemin de la pensée derridienne. Par exemple, d'être un ami japonais témoigne, nous semble-t-il, d'un de ces changements de cap, dans la mesure où on trouve là une des premières affirmations sur la déconstruction comme événement. Des motifs connexes, tels que traduction comme expérience ou invention de l'autre, s'y dessinent aussi.
comment peut-on intégrer ces motifs-là dans la perspective générale que tu as proposée? Merci. Pardon, je voudrais dire d'abord que j'ai écrit cette réponse extrêmement vite parce que j'ai reçu le texte de Satoshi 1 heure avant de venir. Donc ma réponse est vraiment nulle et j'espère que je vais la compléter dans la discussion. Ouais, est-ce que je peux en fait répondre maintenant sans lire mon texte? Il me semble qu'avec ce recours à l'opération de substitution et de relève, tu délimites une époque, tu trahis une tradition tout en y restant fidèle pour indiquer des champs maintenant à ouvrir. Alors, c'est très subtil parce que ce que me dit Satoshi, c'est en fait, tu fais ce que tu voudrais ne pas faire, à savoir que ton geste est très traditionnel. Ton geste est très traditionnel. Tu critiques Derrida en désirant lui substituer quelque chose et en ce sens, tu restes lié à une vision dialectique hegelienne de la tradition, c'est-à-dire il faut dépasser Derrida, il faut lui substituer quelque chose. Et donc, en un certain sens, tu ne sors pas du schéma de la tradition. Très dangereux pour moi, ce type de remarque. Mais ce que je dirais, c'est que ce que j'ai essayé de remettre en question dans cette conférence, c'est ce qui apparaît dans ta deuxième question, c'est-à-dire l'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas un événement de la déconstruction? Ce que j'essaye de questionner, c'est précisément ce que Derrida appelle ailleurs, l'ailleurs de la traduction, l'ailleurs de la langue, l'ailleurs de la présence. Pour moi, cet ailleurs manque de réalité. C'est ce que j'ai essayé de dire dans cette conférence. En un certain sens, et j'arrête là, c'est hegelien, parce que je crois que c'est ce que Hegel aurait dit, à savoir votre ailleurs manque de Wirklichkeit, manque de réalité. Oui, c'est ça. Donc, voilà. En ce sens-là, donc, vous êtes plus kantien. Plus hegelien. Oui, moins hegelien que kantien. Le problème de la déconstruction de la présence, c'est que, évidemment, Derrida va tout de suite demander quel est l'autre de la présence. Déconstruire la présence, c'est se demander ce qu'il y a d'autre. Et le problème commence là, c'est-à-dire que l'autre, chez Derrida, qui est si important comme thème, etc., pour moi, reste, comme il le dit, ni dans le monde, ni hors du monde, reste messianique, reste en ce sens sans réalité. Et la présence, précisément, n'est pas le réel. 私の意図としてはそういう危険があるということまで、指摘するつもりは全くなくてですね、デリダがフレームという、フルレという動詞、フランスの動詞を見つけて、これがそれまでの、主張して乗り越えるとか、そういう形のフランス語ではない、フルレという一語で、ね、アウフェーレンの、フェードリストの運動を表すことができる。それに加えて、ある意味でデリダという代表の運動もすでにヘーゲルの、少なくともテキストの中では読み込めるということを示唆するところに、私としては、この翻訳の美しさっていうのがあると、考えて、こういう話をしたので、やはりデリダ研究されている中で、マラドさんほどやっぱりヘーゲルをよく研究されたことはいないので、そこは
もはやここからはヘーゲル、ここからはデリダとかいうことではない、その領域でやっぱりすでに非常に優れたお仕事をされているという意味で、このコメントの最後の、まとめがあったので、そこはここに視点があるというふうなその意図で、こう書いたわけではないという言い訳をしています。真鍋さんのディープヒストリーの議論に着目して、最後の方でお話していただきましたけども、ベイアスの簡単ベイアスのアンセストラルで先祖依然的っていう有名な概念なんですけど、その問題提起をもう一個起こさせました。自然的実在論によって開かれた哲学的な問題を脱構築に接続しようとしているっていう真鍋さんの試みに非常に共感していますと。つまり真鍋さんは脱構築的な実在論を切り開こうとしているというふうに思いましたと。で、質問なんですが2つあって、1つはデリダのメシア的なものの思考です。真鍋さんのさっきの話だと、そのデリダの非総合的なリエゾンっていう議論がメシア的なポスチュレーション、メシア的な前提過程に行き着くっていうことに対してすごく批判的に真鍋さんは研究されてましたけども、実際メシアニズムあるいはメシアニズムなきっていうふうに言ってるんですけど、デリダが言ってるんだけども、メシア的なものっていうのは、非常に困惑、デリダの研究者読者を困惑させるものであって、真鍋さんはもうそれに批判的なわけですが、それをどういうふうに今考えればいいのかもうそれはもう無視した方がいいのかどうかっていうようなことです。で、2つ目は、デリダはその脱構築を説明するのにジェネラル時間系譜学的っていうことを、何度も言うんですが、今日の真鍋さんの話は系譜学っていう話は出てきてなくて、そのことを考える余地があるんじゃないかっていうことですね。デリダの仕事には友愛の歴史とか嘘の歴史とか動物論の歴史とかっていう話がいっぱいあって、そういう脱構築の系譜学的な議論をあなたの今先ほどお話ししたディープヒストリーのような議論にどういうふうにつなげられるのか、どういう関係があるのかということを教えてくださいという質問でした。その2つです。Je voudrais, pour vous répondre, revenir à ce qui est le centre de ma conférence, qui est le geste très provocateur de Derrida de déconstruire la synthèse, le concept de synthèse. Donc, j'ai commencé par parler de la tradition chez Husserl, chez Heidegger et chez Derrida. Pour Derrida, il n'y a pas de tradition sans synthèse. C'est ce que dit Husserl, c'est ce que dit Heidegger. C'est-à-dire des éléments qui sont a priori, dirait Kant, tenus ensemble. Or, Derrida, son audace est de dire, j'ai cité ça quelque part, qu'il faut substituer à la synthèse l'idée de liaison non synthétique. Liaison irréductible mais non synthétique. Il s'agit de penser des liaisons qui ne sont pas des synthèses. Or, évidemment, je suis désolée, ça prend plusieurs étapes. Évidemment, ce qui permet de faire la synthèse entre des éléments, ça commence par Kant, mais on trouve ça chez Husserl et Heidegger, ce qui permet de faire la synthèse, c'est la présence. Si on parle de liaison non synthétique, on parle de liaison sans présence. Hein, comme si les perles d'un collier étaient liées ensemble sans fil. Donc on est d'accord que déconstruire la présence égale déconstruire la synthèse. La question devient alors, qu'est-ce qui tient ensemble
sans synthèse. S'il n'y a pas de synthèse, s'il n'y a pas, comme dit Kant, une synthèse a priori, s'il n'y a pas cette capacité de tenir ensemble l'espace, le temps, le monde, etc., qu'est-ce qui tient ensemble? Qu'est-ce que c'est que cette liaison sans synthèse? Derrida répond, la trace. Et dans de la grammatologie, il dit tantôt, la trace est une synthèse. Non, ça n'est pas une synthèse, on a les deux. Il a du mal, il pense la trace comme synthèse, il pense pas la trace comme synthèse, il dit oui et non, et c'est là qu'il a cette métaphore de la chaîne. Et la question redevient, qu'est-ce qu'une chaîne sans présence? Qu'est-ce qu'une chaîne sans synthèse? Encore une fois, qu'est-ce qui tient les perles d'un collier sans fil? Donc la trace, mais rapidement, dans son travail, après de la grammatologie, ça va devenir l'autre. La liaison, qu'est-ce qui tient ensemble sans synthèse? C'est l'autre. Qu'il s'agisse de l'autre langage, qu'il s'agisse de l'autre, le tout autre. Et c'est comme ça que progressivement, on va glisser vers le messianique. Or, aujourd'hui, la question philosophique de la synthèse est très importante. Parce que vous avez fait référence à Meiyasu, c'est sa question Après la finitude. Si on déconstruit le concept de synthèse, ce qu'il fait dans sa critique de Kant, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui tient ensemble? Et Meiyasu répond, le réel. Et là, on a deux types de réponses. D'un côté, l'autre de Derrida et le messianique, et de l'autre, le réel. C'est-à-dire, au fond, le réel tient tout seul. Il n'a pas besoin de synthèse. Le réalisme dit, le réel se constitue lui-même. Il n'a pas besoin qu'on le synthétise. Donc, moi, je ne suis satisfaite ni par une réponse, ni par l'autre. Je pense que dire que la liaison se fait par l'autre est quelque chose de beaucoup trop abstrait. Comme dit Derrida, c'est ni dans le monde, ni hors du monde. Donc je dis qu'est-ce que c'est? Et c'est là que je critique le messianisme. Et en même temps, répondre comme Meiyasu, la question ne se pose même pas. Le monde se synthétise tout seul, le monde se tient tout seul, et pour moi, trop rapide. Donc il s'agit de trouver une liaison non synthétique entre les deux positions. C'est exactement ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, il me semble, un des problèmes philosophiques fondamentaux est d'arriver à trouver l'espace entre une pensée du tout autre, une pensée messianique et une pensée réaliste. Oui, c'est clair. Donc la dernière chose que je dirais, c'est que allons chercher la réponse, cette espèce d'entre-deux entre le réalisme et le messianisme, allons chercher la réponse dans l'histoire. Allons chercher la réponse dans l'histoire. Est-ce que l'histoire n'est pas justement ce qui articule ensemble l'autre et le réel, mais une histoire différente de la généalogie? Une histoire qui prend en compte les âges de la Terre, une histoire, à mon avis, un des domaines où la déconstruction est la plus active aujourd'hui, c'est l'histoire. Il se passe énormément de choses dans la redéfinition de l'histoire. Et je crois qu'on y voit l'articulation de l'altérité et du réel. 今日のお話で何度もリアリティとか霊って言葉があったんですけど、だから例えばメシアニックなものはリアリティを欠いているとかって話ですね。で僕はその言い方には完全に賛成で、その方向も賛成なんですけど、そういうリアリティとかって言葉の使い方はなんかちょっと全然哲学的じゃなくてものすごい単純ではないでしょうかと。でそれでもいいんですし、僕は賛成なんですけど、哲学者としてそういうリアリティとかレールって言葉遣いには満足してますかっていうふうに聞きましたまあもしかしたらイストは歴史っていう先ほどの宮崎さんの質問の最後に出てきた答えがもしかしたらそれに対する答えかもしれないんですけど、ちょっとそこを何かお考えをお聞かせくださいっていうふうに聞きました。 Bon, merci beaucoup pour cette question. Je la comprends tout à fait. Mais j'ai repris Derrida qui dit de la trace, ce qui ne veut pas dire que la trace est un lieu réel ailleurs,
un autre site assignable. Hein, ce qui ne veut pas dire que la trace soit réelle. Donc, ce mot de réel, c'est lui qui l'emploie ici. D'accord? Et j'aurais pu prendre d'autres exemples qui montrent que pour Derrida, il assimile réel à présent. Pour lui, c'est la même chose de dire la trace n'est pas présente, la trace n'est pas réelle, elle n'a pas de lieu réel. Et c'est un mot qui revient beaucoup dans Cora, dans des textes comme ça, où il dit bien que Cora n'a pas de réalité. Donc je l'emprunte d'abord à Derrida. Ce que je questionne, c'est son assimilation entre présent et réel. La deuxième chose, c'est un peu ce que disait monsieur, à savoir, et c'est évidemment une référence implicite à Ieyasu, c'est-à-dire c'est une référence implicite au réalisme spéculatif qui reproche à Derrida justement le congé donné au réel. Et enfin, la troisième chose que je dirais, c'est oui, c'est naïf, et je le fais exprès. C'est-à-dire, je demande à Derrida où elle est la trace. Hein? Donc oui, c'est-à-dire c'est à la fois sophistiqué et naïf, et c'est complètement intentionnel. 初めて会った時にマルコさんと積んだ時にデータの時代っていうのを終わらせる方法があるんだと思って私はひどく驚きました。でそれでデータを言語論的哲学者として読まなくてもいいんだって言ったことをひどくすごく勇気づけられるところもありました。でそれなので私にとっての問いっていうのは大阪会さんが行ったようにデータに今何が残されているのか数え回るとともにっていうのが、僕の一つのデータを読む時の問いになっています。でそれっていうのは一つの脱構築を想像する、ある一つの方法なんだろうとは思うわけです。でその時に、先ほどから何回かもやっているグラフィックなものではない、非相互的なリエゾンっていう問題設定があって、でこれっていうのは、データのテキストに即して言えば、バインディングリエゾンっていうのは精神分析の問題点として、70年代にスペキュレートですね、絵は的に入った本の中でも問題になっていて、権力と欲動っていう問題がすごくあったんですが、これ同時に超越論的構想力論っていう、伝統的な哲学をデータで読み直すときに絶えず介入のポイントにしてた場所でもあるんですね。それで、なおかつですね、マーブさんが引用しているテキストは全てデータがイマジネーションについて論じていたテキストからの引用になっています。幾何学起源除説、ウシアとグランメ、タテコとピラミッド、グダグラマトロジーで付け加えるなら、サインディファレンス、フォーマシオンというフォルムっていうようなフォルマシオンっていうデータが語彙もあります。でこれについて考えると、マルブさんは痕跡の哲学者としてデータを読む、自分はフォルムの哲学者だっていうふうに呼ばれてるんだけれども、しかしデータをフォルムの哲学者として、痕跡の哲学者じゃない人として一緒に読むっていった可能性は、実はあるんじゃないのかって思ったので、これについてお聞きしたい。でさらに想像力っていうことで言うとですね、この絶滅の時代っていったテーマをこの2回のプレゼンテーションでしていただいたところがあって、その際にじゃあ私たちはいかにしてこれを生き延びるのかっていう、どうやって生き延びるかという問いが、あるいはこの時代において何を想像しうるかという問いが生まれると思うんですけれども、そういったことをですね、最近の緊張でも論じられているアナキズムだとかですね、ある種のその創造的な力といったものの関わりの中で、何かコメントがあればお聞きしたいというのが2点目です。Well, bon, merci beaucoup. Évidemment, c'est une question c'est une série de questions très très compliquées. Je ne vais pas répondre à tout, mais la première chose que je voudrais remarquer, c'est que je suis un peu surprise que vous parliez de l'imagination, dans la mesure où, précisément, comme Kant l'a dit, qui est quand même le premier grand penseur de l'imagination, l'imagination, c'est la faculté de la synthèse. Donc, si on critique la synthèse, si on cherche des liaisons non synthétiques, on va chercher ailleurs de l'imagination. Vous voyez ? Donc, ça me pose un peu problème ce que vous dites. Pardon. Comme vous savez, Heidegger a écrit ce livre magnifique, Kant et le problème de la métaphysique, dans lequel il montre que l'imagination transcendantale et la faculté, c'est précisément ce qui tient ensemble
les choses, l'imagination transcendantale et la faculté de la synthèse. Dès lors, si on cherche, encore une fois, des liaisons non synthétiques, il va falloir aussi trouver un concept non imaginatif de la liaison, ou non imaginaire, je ne sais pas comment... non imaginaire. Et alors moi, je pense qu'on peut le trouver justement dans l'histoire, encore une fois, parce que si je renvoie au travail de Saidiya Hartman, afro-pessimiste, elle parle, elle, de fabulation critique. Elle ne parle pas d'imagination, mais critical fabulation. C'est une manière de fabuler, donc c'est une manière d'utiliser l'imagination, mais sans synthèse, d'une certaine manière. Au fond, d'inventer des personnages qui n'existent pas dans l'histoire. Mais elle ne les imagine pas non plus. Enfin, il faudrait du temps pour développer ça, mais c'est une manière d'utiliser la fiction, la fabulation, sans imagination. まずは歴史の関係についてなんですけど、そのクリティカルファビュレーションとかのことについては、実はその裏には美学アイステシスという、文学近代文学、特にランシェールが論じたその現代文学の特徴としてミメシスと反対するアイステシスには、すでにそのどういうことシェンソンサンテーズという関係性が覗いてみることができるんじゃないかというのは一つ目の質問でした。二つ目の質問はデリダの脱構築の中には、方法論の問題もあるんじゃないかっていうのはデリダはハイデガードイツ系のある、ドイツ哲学のカテゴリーを受けて論じようとした哲学なんですけれども、問題なのは方法論的には、それを否定に基づく哲学っていう、それは特にその、カントの後のドイツ哲学には強い方法論的な軸に道具になるんですけれども、もし先にはランシェールの話したんですけれども、ランシェールにも見てみるんですけど、その前にはベルクソン、もちろんトゥルーズとかでももっと前にはパスカルの家系にも見るような現実の可能性から考えるんじゃなくて、すでに可能であったように行動してから現実を生まれてくるという、その順番を逆にするという方法論であれば、そういう脱構築の問題を避けることができるんじゃないかという質問でした。すみませんでした。Merci beaucoup pour ces questions qui ne sont pas du tout stupides, évidemment. Je comprends qu'on puisse voir un lien entre le travail de Hartman et Rancière, qui effectivement parle de la littérature en termes de déplacement. La littérature est ce qui déplace ceux qui sont sans voix vers la parole. Le problème, et d'une certaine façon, il y a chez Hartman un peu le même travail, c'est-à-dire qu'il s'agit pour elle d'inventer sans inventer les esclaves, des personnages qui sont des esclaves et qui n'ont jamais eu, bien entendu, le droit de parole. Donc on peut voir un lien. La différence, c'est que chez Rancière, ce processus de déplacement par l'esthétique s'appelle un processus de subjectification. Il s'agit de donner une identité subjective à ceux qui sont privés de parole. Chez Hartman, ces esclaves qui existent par la fiction ou par la fabulation n'auront jamais le statut de sujet. C'est-à-dire qu'elle les fait exister, mais elle ne leur confère aucun statut subjectif
dans la mesure où ils vont rester niais. Ils existent, mais sous croix, sous rature. Quant à votre deuxième question sur Derrida et le comme si, il emploie toujours cette expression-là, et de plus en plus à la fin de son œuvre, mais ça pose aussi problème. C'est pour ça que je pense de plus en plus que le problème de Derrida, en fait, c'est la présence, mais c'est surtout la synthèse, parce que c'est ennuyeux, puisque comme si, ça vient de Kant. Faire comme si, c'est dans la troisième critique, et d'ailleurs Derrida le dit. Donc il emploie ce vocabulaire kantien qui est chez Kant une autre forme de synthèse, dans la troisième critique, et il se l'approprie. Mais ça pose problème, parce que ça n'est pas une liaison non synthétique, le comme si justement, c'est une liaison synthétique chez Kant. Donc on revient toujours à mon embarras par rapport à ça, vous voyez. マラブさんからどこでファンタスムって言ってましたって、ファンタスムって言葉を幻想って言葉をちょっと私は問題にしたんですけれども、まず質問としては、デリダが、現実と現在を、ある意味混同しているっていうのが、マラブさんの先生のこの、見たところ見立てであるということを確認した上で、私としてはその時に、デリダが結構私の印象としては結構特徴的な形でファンタスム、幻想って言葉を使っている気がしていて、しかもなんかこうフェノメン、現象っていう言葉を幻想、ファンタスムって言葉で、ある意味ちょっと置き換えるような操作みたいなものさえこう感じて、単純に印象なんですけどそういう感じを得ていたので、その辺私のその印象っていうのは、間違っているのでしょうかっていう話と、それで、マラブさん、先生としては単純に幻想って、あんまり考えないでデリダを使っていたんじゃないかと思われますかということを、質問しました。Je veux répondre à ma place. Moi, je ne vois pas. 佐藤さんは、精神分析がご専門なので、逆に言えば精神分析の方がある意味で幻想という概念はどう定義するかということが精神分析の各派の、いわばその、理論の核心みたいなものですよね。で、デリダの精神分析への関わりっていうのはやはり外からというか分析家として新しい理論を作るということではなくて、やっぱり違うこう問題設定の中から介入するということで、そこに関わっていたので、いわば僕にとってやっぱりファンタスムという言葉をデリダが使うときは今日の、話で言えばやっぱりある意味親しを、引用しつつ別の文脈に置き換えるという操作をいつもしていたのではないかなというふうに思います。だから佐藤さんがちょっとそういうニュアンスあったかなと思うんですけど、そのデリダの思想の、中心にファンタスムがあったというふうには私はそういう印象はちょっと持ってないんですけどね。Voilà, c'est ça, c'est ça. Pardon. はい、先生。つまりアナーキズムと哲学という書作において、マラブさんは、デリダは最終的に、アナーキズムのそういうラディカルな非応答的な立場を完全に肯定することができなかった、と主張していると僕は思うんですけれども、今日の講話のテーマ、今日の脱構築はむしろ脱構築は今日のいろいろな問題ある状況に答えなければならないということをほのめかしていると思うんですけれども、この2つの立場に何らかの矛盾が存在しないんでしょうか。特に現在の、歴史的な状況に応答しながら新たな哲学を構築しなければならないというのは典型的な
典型的にバデュー的な立場でマラブさんはそういう脱構築は現在の歴史的な状況から考えるともう時代に遅れているというバデュー的な考え方に対してどう思っているのかという質問でした。Merci beaucoup pour cette question. Ça renvoie un peu à ce que me disait aussi Koichiro, qui est que chez Badiou aussi, il y a cette naïveté du réel. Justement, je suis en train de lire son livre qui s'appelle « Métaphysique du bonheur réel ». Et il dit, oui, comme vous avez dit, il faut en finir avec la déconstruction parce que nous avons besoin de réel. Et par réel, il entend une vérité, ce qu'il appelle une vérité. Cette vérité, il l'a définie, je viens de lire le livre, alors c'est tout à fait frais dans mon esprit. Une vérité pour lui, c'est un point fixe, et ce point fixe, c'est la politique, et c'est, pour aller vite, le communisme. C'est vrai. Il dit, nous avons besoin d'un, il appelle ça une refondation de la pensée, et pour lui, on ne peut pas refonder la pensée sans une croyance politique, et pour lui, la seule qui soit réelle, c'est l'idée communiste. Moi, au contraire, je pense que je cherche, au contraire, à ne jamais fonder le réel. C'est-à-dire que ma démarche anarchiste consiste à remonter toujours de plus en plus loin sans jamais arriver à un fondement. Par exemple, on part de l'histoire humaine, la préhistoire, la biologie, les âges de la Terre, et la mémoire du fondement s'évanouit. L'anarchisme est précisément pour moi la réalité de ce qui n'a pas de fondement. Merci à tout le monde.